directeur, commission d'enquête a ses usages, elle a aussi ses obligations légales, qui consistent en particulier, dans un premier temps, à vous faire prêter serment, avec évidemment la force qu'on donne au serment et à ses conséquences. Donc, monsieur Michel Augean, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je vous en remercie beaucoup. Je vous propose, comme nous le faisons depuis le début de cette commission, de vous laisser la parole, de vous donner la parole pour un exposé liminaire d'environ 10 minutes, si vous le souhaitez, après quoi je donnerai la parole à Éric Bocquet, notre rapporteur, qui reviendra sur un certain nombre de questions qui ont pu vous être communiquées ou qui agitent nos réflexions. Puis après, nous interviendrons pour nourrir le débat. Et si cela est possible, à la fin, vous aurez tout à fait loisir de nous donner des informations sur tous les sujets dont vous pourriez vous attendre qu'on les ouvre et que nous ne l'aurions pas fait. Voilà. Vous avez la parole. Merci de m'avoir invité, convoqué à cette commission. Même si je ne sais pas si mon passé, parce que c'est quand même un peu le passé pour moi, vous éclairera suffisamment sur ce qui concerne aujourd'hui les questions autour de l'évasion fiscale. Comme vous l'indiquiez, j'ai été le directeur de la politique fiscale de 1998 à 2007. J'ai quitté la commission fin 2007. Mais j'étais dans ce département pendant au total une vingtaine d'années et j'ai contribué à pratiquement toutes les initiatives de politique fiscale de la Commission, destinées notamment à éliminer les obstacles fiscaux, puisque c'est ce que le traité nous demande de faire, au bon fonctionnement du marché unique. Donc je suis allé de la TVA jusqu'à le dernier projet auquel j'ai beaucoup contribué, c'est l'AXIS, et on en reparlera certainement tout à l'heure. Mais j'ai surtout été à l'origine du paquet fiscal du commissaire Monti, c'est-à-dire le code de conduite et la directive épargne que j'ai par ailleurs et par la suite négocié de 1996 jusqu'à pratiquement 2005. Du point de vue de mon approche générale de ces questions et compte tenu des objectifs qui m'étaient fixés, j'ai toujours essayé de me situer comme dans une position intermédiaire entre les entreprises d'un côté et les administrations fiscales de l'autre, et d'essayer de faire en sorte que nous parvenions à réaliser les objectifs, c'est-à-dire un véritable marché unique sans obstacles fiscaux, et en même temps à le faire d'une façon qui permette au système fiscal dans son ensemble d'être efficace, simple si possible, stable, et je reviendrai sur ces différents points qui sont pour moi très importants. Ce faisant, je me suis parfois effectivement trouvé en désaccord avec les uns ou avec les autres, en particulier avec les entreprises lorsque dans le cadre du code de conduite contre la concurrence fiscale dommageable, nous avons essayé d'imposer des solutions relativement radicales à un certain nombre de situations. Mais j'ai en même temps toujours laissé percer le fait que le passage par le code de conduite, par l'élimination de la concurrence fiscale dommageable, était une étape indispensable pour permettre aux États membres d'accepter ultérieurement l'élimination des obstacles fiscaux. Tant qu'il y avait de la concurrence fiscale dommageable, on ne voit pas pourquoi les États membres se seraient privés de certaines protections, notamment en maintenant certains obstacles. En revanche, une fois qu'elle était éliminée, on pouvait espérer, et c'était le but d'ailleurs de l'articulation entre le paquet fiscal puis ultérieurement l'AXIS, de passer d'un système à un autre, l'autre système, l'AXIS, étant conçu en fonction des intérêts des entreprises et des administrations. Alors pour en venir au sujet qui vous intéresse le plus, je commencerai par évoquer la concurrence fiscale. Et je m'efforcerai en même temps d'essayer de répondre au questionnaire que vous m'avez adressé, dans la mesure où je détiens les réponses. Je pense que la concurrence fiscale a changé de nature depuis le milieu des années 90, depuis qu'on a adopté et mis en œuvre le code de conduite, qui a permis malgré tout l'élimination d'une centaine de mesures fiscales dommageables.
la concurrence fiscale a changé de nature. D'abord, les autorités, les systèmes fiscaux des différents pays se sont adaptés. Ils ont appris à tenir compte des critères du Code. Leurs régimes ont été de plus en plus conçus de façon à se situer à la frontière extrême de ce que le Code accepte. Et ça, c'est une tendance que nous avons décelée relativement tôt et à laquelle nous avons essayé de remédier, j'y reviendrai. On constate aujourd'hui que la concurrence fiscale par les mesures fiscales dommageables est de moins en moins fréquente. Elle est beaucoup plus fréquente, en revanche, par la baisse générale du taux d'imposition, à laquelle est associée l'utilisation d'un certain nombre de situations ou d'instruments, outre les instruments traditionnels, si je puis les appeler ainsi, c'est-à-dire les prix de transfert et la déductibilité des intérêts, qui ont toujours été considérés comme des instruments que les entreprises pouvaient s'efforcer d'utiliser pour déplacer leurs profits. D'autres éléments sont apparus, notamment ce qu'on a appelé les situations hybrides, les divergences de législation. En anglais, on dit mismatches. Je trouve que ça reflète peut-être mieux encore cette conception. Les différences de traitement des revenus passifs, intérêts, redevances, etc., qui sont aujourd'hui largement utilisés, notamment pour toutes les questions relatives aux brevets. Et puis, finalement, les faiblesses des textes communautaires eux-mêmes, c'est-à-dire les exonérations, par exemple, prévues par les directives visant à éliminer la double imposition, mais qui aujourd'hui sont parfois utilisées par les opérateurs pour parvenir à une exonération définitive de taxes. Dans cette situation, dans cette évolution, le rôle des petits pays est apparu, à mon avis, de plus en plus clair et a pris une importance croissante. On l'a vu d'ailleurs dans les années 2005-2007, où une sorte de rébellion des petits pays s'est produite au sein du groupe Code de conduite, ceux-ci commençant en quelque sorte à rejeter les modes de travail du groupe. Le groupe travaillait par consensus. Consensus signifie que tant qu'on ne dit pas non, c'est qu'on peut considérer qu'on a dit oui sans le dire. Le consensus s'est trouvé rompu à partir de 2006-2007, de la part notamment d'un certain nombre de petits pays qui ont considéré que finalement ils étaient en quelque sorte trop systématiquement désignés comme les coupables de ces différentes situations de concurrence fiscale dommageable et que par conséquent ils ne pouvaient plus partager le système de décision par consensus. Le Code lui-même n'a pas été adapté. Et ça, c'est un point important. En dépit de réflexions qui ont été engagées relativement tôt, à partir de 2004-2005, on a commencé à élaborer des documents sur le besoin de réviser le Code de conduite, notamment pour tenir compte de tout ce que je viens de signaler. Malheureusement, cette révision s'est révélée impossible, à la fois du fait du manque d'intérêt pour bon nombre d'États membres dans le fait de réviser un code qui avait été si difficile à élaborer et qui avait produit déjà un certain nombre d'effets dont on pouvait se contenter. Et puis aussi du fait que finalement le soutien politique à ce type de discussion était relativement faible, aussi bien du côté de la Commission que du côté de la présidence du groupe Code de conduite. Aujourd'hui, il faut bien le constater, le Code n'est plus adapté. C'est tout au moins mon opinion. Je vais prendre un exemple que je trouve particulièrement révélateur, celui des intérêts notionnels belges, c'est-à-dire le fait de pouvoir déduire une rémunération normale du capital, tout comme on déduit aujourd'hui les intérêts d'emprunt. Bien que je considère, dans un autre contexte, que cette mesure mériterait un examen approfondi, y compris par un pays comme le nôtre. Ces intérêts notionnels dans le système belge ne constituent ni une mesure dommageable, ni une aide d'État. Donc c'est parfaitement licite. Et pourtant, voici ce que nous raconte Le Soir, le journal Le Soir du 28 janvier dernier. ArcelorMittal France a généré entre 2008 et 2011
5,8 milliards d'euros de profit. Mais cette banque interne du groupe, hyper capitalisée, a déduit au cours de la même période 5,6 milliards d'euros au titre des intérêts notionnels. Vous vous rendez compte de l'importance des enjeux. Et l'article continue, et c'est en cela que ça devient intéressant, cet impôt éludé ne constitue pas un manque à gagner pour notre fisc. Cet impôt aurait en effet dû être payé sur les bénéfices étrangers qui ont été rapatriés en Belgique. Voilà un exemple que je trouve très significatif d'une mesure qui n'est pas dommageable, qui n'est pas une aide d'État, contre laquelle finalement on ne peut rien, qui correspond et qui répond au choix souverain d'un État membre, mais qui en même temps se traduisent par une déduction de plus de 5 milliards d'euros qui n'affecte pas les recettes de l'État belge qui a constitué cette mesure, puisque finalement ce sont les profits imposables dans les autres États membres qui ont été affectés. Voilà le genre de situation qui, à mon avis, devrait impliquer une analyse différente de la notion de concurrence fiscale, de la notion d'effet de la concurrence, finalement, parce que l'effet, il faudrait le voir également, par conséquent, sur les recettes, la croissance et l'emploi dans les pays qui subissent cette situation. J'en viens au deuxième volet du paquet fiscal de 1996, la fiscalité de l'épargne. La directive a été adoptée en 2003, elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2005. Elle a eu des effets relativement limités pendant un premier temps, puis par la suite elle a commencé à mordre davantage, je dirais, sur les situations du fait des dispositifs de transition qui étaient dans la directive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en particulier, on ne faisait pas rentrer immédiatement toutes les obligations dans le champ de la directive, il y avait une clause de grand-père qui permettait d'étaler dans le temps leur entrée, etc. Mais surtout, la directive manquait une partie de son objectif parce qu'un certain nombre de situations n'avaient pas été correctement prises en compte dans la rédaction initiale de la directive ou même avaient été modifiées au Conseil dans un sens qui finalement faisait échapper certains dispositifs à l'impôt, ou plus exactement au dispositif de la directive. La révision de la directive a été bien préparée, c'est-à-dire qu'on a travaillé comme d'habitude en toute transparence, en publiant tous les documents d'analyse sur le site de la Commission, ce qui me permet de répondre accessoirement à une de vos questions relatives aux pressions des éventuels lobbies bancaires et financiers. Ma direction a toujours travaillé dans la totale transparence, estimant que le meilleur moyen d'être protégé de ces pressions, c'était justement de tout mettre sur la table. Donc, tous les documents de travail ont été systématiquement publiés. Vous retrouvez ça pour la directive épargne, vous retrouvez ça pour le travail sur Axis, où il y a 70 documents qui ont été publiés sur le site. Et de cette façon, en quelque sorte, les oppositions d'intérêts entre les différents groupes concernés nous ont mis à l'abri des pressions qu'ils pourraient peut-être avoir l'idée d'exercer autrement. Donc, la révision de la directive a été adoptée en 2008. Malheureusement, cette directive de révision n'a toujours pas été adoptée par le Conseil des ministres. Pourquoi? Parce que 2 États membres, le Luxembourg et l'Autriche, ont bloqué cette adoption. Et ils ont bloqué cette adoption, et il est clair que ce blocage n'a pu persister que par un certain manque d'intérêt des États membres eux-mêmes, ce qui est peut-être étonnant, mais qui est, je crois, la réalité. Donc l'absence d'une pression politique continue et suffisante, et une relative passivité, je pense, de la Commission également. C'est finalement grâce, récemment, à l'adoption d'une directive d'assistance mutuelle modifiant les textes existants et qui introduit la notion de clause de la nation la plus favorisée, qui fait que si, par exemple, si par hasard, le Luxembourg donnait des informations aux États-Unis, il serait obligé de donner les mêmes informations aux États membres de l'Union européenne. C'est l'adoption de FATCA qui a justement créé ce fait nouveau, qui ont conduit à ce que les choses bougent enfin.
Donc nous sommes maintenant dans une phase où on peut espérer que prochainement la directive amendant la directive épargne sera adoptée. On peut espérer que les mandats de négociation qui sont en cours d'élaboration pour donner mandat à la Commission de négocier avec les 5 pays tiers qui font partie du champ de la directive ACCIS seront adoptés et que également les États membres ayant des territoires dépendants et associés, c'est-à-dire les Pays-Bas et le Royaume-Uni, feront de même, c'est-à-dire modifieront l'application de la directive dans ces territoires. Au total, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de mystère. C'est aux grands pays de mettre la pression, aussi bien pour réguler la concurrence fiscale sous toutes ses formes que pour obtenir les modifications nécessaires en matière d'échange d'informations et d'assistance mutuelle. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre rapporteur pour